Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du particulier consacrée aux retraites. Nous l'avons intitulée Assurance vie et PER, préparez votre retraite en optimisant votre fiscalité. Alors, je vous propose aujourd'hui 3 temps forts. Tout d'abord, nous allons voir l'importance de préparer sa retraite. Ça peut vous paraître anodin, mais vous allez voir que les enjeux sont vraiment primordiaux. Ensuite, nous zoomerons sur 2 produits phares, le PER et l'assurance vie. Et enfin, nous serons très concrets pour vous parler des supports d'investissement possibles. Restez bien avec nous, car à la fin, on vous a concocté une question bonus, comment partir plus tôt à la retraite avant l'âge légal de 64 ans. Alors aujourd'hui, je suis en plateau avec 3 invités. Tout d'abord, Stellane Cohen. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes présidente d'Alta Profit. En quelques mots, Alta Profit? Alors, Alta Profit est une société de conseil en gestion de patrimoine. La particularité que nous avons, c'est que nous sommes spécialisés vraiment en assurance vie, en plan épargne retraite, également en SCPI. Et nous avons à la fois donc, un dispositif sur Internet, donc on est un pure player Internet, mais également donc, accompagné de conseils en gestion de patrimoine qui accompagnent les dispositifs sur Internet. Deuxième invité, Tristan de la Fonchet, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes membre du comité exécutif du groupe Matmut, en charge de la direction finance et patrimoine, votre mutuelle qui a 62 ans déjà. Exactement, 62 ans. Combien de sociétaires? 4 millions, voilà, c'est un groupe complet d'assurance qui travaille et offre des solutions en dommages, en prévoyance en santé et aussi en épargne et en retraite, d'où ma présence avec vous ce soir. Et Christian Carrega, bonjour, directeur général de Préfonds. En 2 mots, Préfonds, c'est une institution aussi. Préfonds est connu, 60 ans, pas 62, historiquement créé par des agents publics pour développer des solutions en matière d'épargne, de retraite, de prévoyance, donc de l'assurance vie, le plan d'épargne retraite, et voilà, 14 milliards d'encours. Enfin, on dit souvent que le PERP, qui a été créé en 2003, ça a été créé sur le modèle de Préfonds. Ah d'accord, vous êtes à l'origine de tout alors. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite cette émission avec cette question. Pourquoi faut-il préparer sa retraite? Et oui, préparer sa retraite, qu'est-ce que ça signifie concrètement, Stellane Cohen? Tout d'abord, je dirais préparer sa retraite, c'est prendre conscience qu'au moment de la retraite, on va avoir une baisse de revenus par rapport au dernier revenu de salaire. Ce fameux taux qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire combien je vais toucher par rapport à mes derniers revenus. Et en fonction de la profession, en fonction du statut, c'est un chiffre qui est en moyenne entre 45 et 70%. Donc il y a une vraie baisse de revenus à la retraite. Et quand on dit préparer sa retraite, eh bien c'est mettre en place un dispositif à partir d'une initiative personnelle pour pouvoir apporter une compensation à cette baisse de revenus. Alors, il y a une prise de conscience à faire. Tristan de la Fonchet, est-ce que vous auriez une méthodologie, par exemple, pour essayer de préparer au mieux sa retraite? Oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on pense à préparer sa retraite, on pense à ce petit chiffre, qui d'ailleurs est évoqué par Stellane, c'est combien je vais toucher quand j'y arriverai. Mais en fait, il y a un deuxième sujet qui est moins souvent abordé quand on a 30 ou 40 ans, c'est finalement comment j'envisage cette retraite et de quoi j'aurai besoin et quelle est la vie dont je rêve pour cette retraite. Nous, à la Matmut, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Ma retraite, mon demain, qui effectivement permet de calculer ça et d'idéaliser un peu sa vie dans 35 ans. Est-ce que je veux aller au restaurant 2 fois par semaine? Est-ce que je veux vivre à la campagne? Est-ce que je veux une voiture? Est-ce que j'en veux 2? Et finalement, de commencer un peu à chiffrer ses besoins et ensuite voir le delta entre ce que je vais toucher et mes réels besoins. Et alors, c'est pas très, très brillant, mais tactiquement, il faut faire ce travail à un moment pour pouvoir construire positivement sa retraite. Alors vous savez que depuis le 1er septembre, la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron est entrée en application. Alors je rappelle les principales mesures. Âge de départ, 64 ans à horizon 2030. Il faudra avoir cotisé 43 ans. La réforme prévoit l'extinction de la plupart des régimes spéciaux et crée aussi de nouveaux droits pour le cumul emploi-retraite et les carrières longues ou pénibles. Alors Christian Carrega, une réforme en 2023, mais il faut dire que ces réformes se succèdent à un rythme effréné en France. Oui, 93 pour les fonctionnaires, 2003, 2010, 2019. Et alors j'ai un scoop, c'est pas la dernière. Ah bon? Puisqu'en fait, chaque fois qu'on fait une réforme des retraites en France, on parle âge de départ, nombre de trimestres, pour faire simple. Or, en fait, ce que souhaitent savoir les gens qui nous appellent, nos concitoyens, ce que je souhaite savoir moi, c'est finalement
combien je vais toucher à la retraite. Et c'est là que, comme on le dit, on prend conscience que l'écart de revenus va être important. Deuxième scoop également, on va toucher moins à la retraite que nos parents et nos enfants toucheront encore moins. C'est démographique, d'où la nécessité de mettre de l'argent de côté dès à présent sur le sujet. Stéphane évoquait un taux de remplacement. Moi, j'ai 2-3 exemples en tête. Prenons un cadre qui travaille dans une collectivité locale, qui termine à un niveau de revenu de 4-5 000 euros, un peu en dessous, et il va partir avec 50-55% de son dernier revenu. Ça fait une chute importante. Alors, on a peut-être moins de besoins, quoique les choses évoluent, mais voilà, il y a besoin de mettre de l'argent de côté pour compenser cette baisse de revenus qui est inéluctable. Alors maintenant, une question sur l'âge. Y a-t-il un âge pour préparer sa retraite? Stéphane Cohen, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut démarrer le plus tôt possible. La retraite, c'est deux périodes. Il y a une phase de constitution et une phase de restitution. Et cette phase de constitution, plus elle est effectivement longue, plus c'est des versements successifs, plus elle est indolore et elle va effectivement s'adapter à sa capacité d'épargne. Et on peut aussi profiter des opportunités de marché. Sur l'âge, la question c'est aussi à quel âge je peux vraiment m'occuper de ma retraite. Oui, parce que la réalité de la vie, c'est que je n'ai pas forcément en priorité de capitaliser à 25 ans pour ma retraite, qui viendra dans plusieurs années. Donc, et la réalité de la vie, c'est aussi de se dire que j'ai du présent et du moyen terme à financer. Et donc, c'est ce système de vase qui communique. C'est d'abord, je vais remplir mon épargne de précaution. Et puis, quand elle sera relativement conséquente, je vais commencer à travailler sur mes projets moyen terme, tout en ayant la possibilité de faire des retraites. Ça s'appelle de l'assurance vie. Et puis, uniquement après, quand j'aurai construit tout ça de manière un peu intelligente et structurée, oui, je vais commencer à m'intéresser. Dans les faits, concrètement, cette période où on peut commencer à projeter un travail pour la retraite, c'est souvent aux alentours des 40 ans. Avant, il y a d'autres priorités à financer. Christian Garriga, de votre expérience chez Préfonds, est-ce qu'il y a un âge plus propice ? Non, en fait, c'est la règle des 3 tiers, finalement. Moi, j'observe qu'un tiers de nos nouveaux affiliés, ils ont moins de 35 ans, et un tiers a plus de 55 ans. Donc, c'est vrai qu'on conseille plus c'est tôt, moins c'est douloureux, mais c'est plus difficile parce qu'on n'a pas un niveau de revenu forcément en capacité de. Mais finalement, il y a une logique un peu de prévoyance. À moins de 35-40 ans, je vais mettre 20, 30, 40 euros de côté. C'est de la prévoyance, c'est pas un sujet fiscal. À 55 ans, la situation est différente, et souvent... à 55, 57 même, c'est pas trop tard pour commencer un niveau d'épargne. Alors évidemment, pas 20 euros tous les mois, mais à 57, on paye un peu plus d'impôts normalement. On a normalement peut-être une grande partie de la résidence principale qui est payée, donc une capacité d'épargne qui est plus élevée. Et voilà, moi j'observe qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir à 55, 57, 58, en disant c'est bientôt, et donc j'ai une bonne vision de ce que je vais toucher à la retraite, et donc voilà, fiscalement, j'optimise ma fiscalité en mettant de l'argent sur un plan d'épargne retraite. Alors parlons maintenant de l'inflation. Vous savez qu'elle pèse sur le pouvoir d'achat de nous tous. Combien faut-il épargner pour investir pour la retraite? Est-ce que c'est accessible à tout le monde en ce moment? Tristan de la Franchet, ce paramètre inflation, est-ce que ça change quelque chose pour la préparation de la retraite? C'est assez redondant avec la question précédente. C'est-à-dire que quand je suis dans mes 18 à 40 ans et que je suis plutôt acheteur de première nécessité ou deuxième nécessité, l'inflation, elle pèse sur mon moral et elle pèse sur les prix. Quand j'ai commencé à constituer des biens, une résidence principale, peut-être même secondaire, et que j'ai une capacité d'épargne un peu plus forte, alors l'inflation, elle est plutôt chouette. Parce que l'inflation, c'est souvent adossé à une hausse des taux. Et la hausse des taux, c'est pas bon pour les crédits, mais c'est bon pour les placements. Ouais. Donc pour la faire très simple, en phase de constitution, première partie, c'est pas terrible. Dès que j'ai un peu une capacité d'épargne qui augmente, l'inflation implique une hausse des taux, implique des rémunérations meilleures. Et là, on sort de quasiment 15 ans de taux proches de zéro. Au moins, la satisfaction de la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est que les placements vont rapporter un peu plus. Il y a au moins un avantage. Avec cette inflation, Stéphane, les jeunes sont de plus en plus préoccupés par leur avenir. C'est ce qui ressort de votre baromètre ? Oui, effectivement, tous les ans, chez Alta Profit, nous publions donc un baromètre avec l'IFOP, et ça depuis 5 ans, donc on a maintenant on peut tirer des enseignements, et c'est vrai que cette année, on voit bien que ce climat, cette inflation pèse effectivement sur le moral. Il y a une vraie préoccupation
des Français donc, par rapport à leur pouvoir d'achat. Et quand ils se projettent dans l'avenir, cette préoccupation, elle est toujours très, très, très présente. Donc ça, c'est une vraie réalité qu'on n'avait pas forcément il y a 3-4 ans. Et quand on regarde les résultats sur les jeunes, donc les moins de 35 ans, on voit qu'aujourd'hui, quand on interroge les moins de 35 ans, ils sont beaucoup plus préoccupés par leur avenir, par leur projection matérielle, que nous, on pouvait l'être à leur âge. Donc c'est une vraie réalité. Et on voit que ça s'est accéléré ces dernières années. Entre 2022 et 2023, dans le sondage, c'est 10 points de plus sur cette préoccupation des moins de 35 ans par rapport à leur avenir et par rapport à la baisse de leurs revenus dans le futur et au moment de la retraite. Donc il y a un climat anxiogène qui se retrouve aussi dans nos sujets de préparation de la retraite ou de projection de valorisation de capital. Alors, le débat est ouvert. Est-ce que, par exemple, vous percevez cette anxiété pour ceux qui préparent leur retraite ? Si, les gens sont inquiets, anxieux, mais paradoxalement, la réforme a eu cet effet bénéfique, c'est qu'elle a remis le point sur le mode de calcul, l'âge et tout ça. Et donc, nous, on observe dans une enquête qu'on fait également qu'il y a une meilleure connaissance du niveau de revenu que j'aurai à la retraite et de l'âge auquel je vais partir. Et quelque part, paradoxalement, ça a un côté un peu rassurant. Mais voilà, plutôt une population qui a 50-55 ans, c'est un peu plus rassurant. Oui. Et si on doit parler en pourcentage, je devrais mettre combien de côté pour préparer ma retraite ? Alors, ça dépend vraiment de la situation de chacun, mais globalement, ce qu'on dit un peu chez nous et ce qu'on observe en fait chez nos affiliés, c'est qu'à moins de 40 ans, entre 5-7% de ses revenus, évidemment, au-delà de 50-55 ans, on est plutôt entre 9 et 12% de ses revenus pour avoir un niveau de retraite, on va dire, enfin de complément de revenus qui soit significatif. Moi, j'ai en tête de dire, finalement, quand je commence à mettre 40 € tous les mois, que j'ai 30 ans, et ben, à la retraite, j'aurai une rente de l'ordre de 80, 90, 100 €. Évidemment, si je mets 40 € tous les mois à 55 ans, ben, mon niveau de retraite ne sera pas le même. Mais il y a le sujet fiscal qui dope un peu le rendement. Alors, avant de passer à notre deuxième partie sur le PER et l'assurance vie, en bref, quelques questions très pratiques. Tristan de la Fonchet, un petit détail qui n'en est pas un, on hérite de plus en plus tard. C'est pourquoi il faut vraiment préparer sa retraite. Oui, quand on a préparé cette émission tous ensemble, on a fait ce constat. En fait, nos parents héritaient à 35-40 ans. 35-40 ans. Nous héritons à 60-65 ans. Ouais. C'est-à-dire que cette manne d'argent qui vient de l'héritage et qui sert à la vie, avec tous les malheurs qui y sont associés, mais qui sert à la vie, en fait, dans la préparation de sa retraite, l'argent n'est pas là. Et souvent, on peut même commencer sa retraite sans cet argent. Donc, c'est une raison supplémentaire à anticiper sous une forme ou sous une autre la préparation de sa retraite, car ce n'est pas avec l'argent de ses parents qu'on pourra financer, même à 55 ans, sa résidence secondaire. Donc, il faut faire 100. Et finalement, quand ça vient après, c'est du bonus. On peut l'intégrer dans un règlement global, mais on ne pourra pas l'intégrer dans la construction de son épargne. Et info pratique, comment bien s'informer pour préparer? Alors, il y a un site du gouvernement qui est très très bien fait, www.info-retraite.fr. Ouais. C'est un site qui permet de regarder les retraites obligatoires auxquelles on a droit, les différentes caisses de retraite, et surtout, c'est la nouveauté depuis 2 ans, on peut aller voir les systèmes d'épargne retraite qu'on a, peut-être de son employeur, son périn ou d'autres mécaniques. Donc c'est vraiment un site plutôt bien fait pour à la fois regarder ce dont on dispose, quel sera le niveau de retraite de revenus lorsqu'on va partir à la retraite. Voilà, c'est un bon moyen de démarrer finalement une démarche. Info-retraite.fr. Stéphane, un dernier mot. Oui, on a la chance finalement en France parce qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de dispositifs pour justement préparer sa retraite. Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est qu'il faut effectivement faire le tri un petit peu dans tout ça et pour être... pour faire le meilleur choix qui soit le plus adapté à sa situation, eh bien, il faut se faire aider par un professionnel et donc suivre les conseils vraiment d'un conseiller, soit en gestion de patrimoine ou d'un conseiller auprès de sa banque ou dans des organismes divers et variés. Alors voilà donc pour cette première partie, je résume, une prise de conscience de ses futurs revenus, c'est important, une bonne information, une épargne selon différents âges. Parlons maintenant du PER et de l'assurance vie. Alors ce plan d'épargne retraite connaît un succès grandissant, en seulement 3 ans de commercialisation. Peut-on dire que ce placement est plus que jamais adapté à la préparation de la retraite? Comment investir dans son PER, Tristan de la Fonchet?
En fait, c'est un produit long terme. Bon, ça, on l'a tous compris. Et la caractéristique d'un produit long terme, c'est qu'on peut se permettre, là où on n'a pas forcément une appétence très forte au risque, d'en prendre. S'il y a bien un moment où il faut accepter d'en prendre, c'est là. Parce qu'on sait très bien que sur toute l'histoire de la finance du monde, sur 30 ans, sur 20 ans, il n'y a jamais eu meilleur rendement que l'action. Et quelles que soient les crises, et des crises, il y en a eu. En plus de ça, sur un plan d'épargne retraite individuel, et ça c'est issu de la loi Pacte 2019, les mandats de gestion que l'on prend, prudent, équilibre, dynamique, doivent automatiquement intégrer une logique de désinvestissement automatique. C'est dans la loi. Donc, même si je décide, avec 25 ans devant moi, d'investir sur un profil très dynamique, voire très offensif, de toute façon, au fur et à mesure je vais me rapprocher de ma retraite, on va désensibiliser l'allocation financière du portefeuille pour que quand j'arrive à 2-3 ans, je n'ai vraiment que des actifs sans risque. Donc oui, je pense que pour cette raison, le PER1 est un produit intelligent. Alors justement, on va s'attarder aussi sur l'atout fiscal du PER. C'est très important. Est-ce que vous pouvez nous les énumérer le plus clairement possible, Stéphane, ces atouts? Alors, je vais effectivement revenir sur l'atout fondamental du PER, qui est effectivement sa flexibilité fiscale. Il y a un premier atout pour démarrer, c'est qu'avec le PER, on l'attendait, ce produit, pour préparer la retraite en France, c'est la première fois qu'on a une sortie en capital. C'est-à-dire au moment où je vais liquider mes droits à la retraite, je ne suis pas obligée d'avoir une rente viagère qui aliène le capital, mais je reçois un capital. Et donc ça, c'est un atout majeur et c'est une des clés du succès du PER. Après, pour la fiscalité, cette flexibilité dont je parlais, c'est qu'on peut choisir son avantage fiscal à l'entrée ou à la sortie. Si on choisit à l'entrée, ça veut dire que tous les versements que je vais faire sur le PER pendant toute la durée du PER, ils vont être déduits de mon revenu imposable. Alors, il y a des plafonds, je n'ai pas rentré trop dans les détails aujourd'hui, mais on peut dire que le plafond, c'est soit 10% des revenus professionnels, plafonnés à 8 PASS, ou 10 PASS. Plafond annuel de la sécurité sociale, voilà. Excusez-moi. Et donc, il y a un plafond, mais globalement, ça a un vrai impact fiscal. On peut vraiment baisser sa facture fiscale. Donc, c'est vrai que cet avantage à l'entrée intéresse les personnes qui ont des revenus élevés. À la sortie, le capital, il sera fiscalisé, puisqu'on a eu l'avantage à l'entrée. Donc, à la sortie, le capital est réintégré dans le revenu imposable, mais on a la possibilité de fractionner son capital sur plusieurs années, donc ça permet de diminuer la facture. La plus-value, elle est fiscalisée à la flat tax de 30%, comme tous les placements financiers. Si on décide de prendre l'avantage fiscal à la sortie, et donc de ne pas le prendre à l'entrée, eh bien à la sortie, on est exonéré d'impôt sur le revenu sur ce capital. Donc cette flexibilité permet véritablement de s'adapter à toutes les situations. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que finalement, le PER1 correspond à toutes les situations et chaque Français devrait avoir un plan épargne-retraite dans sa stratégie patrimoniale. Et on peut aussi reporter sur les années le plafond qu'on n'a pas atteint. Pour la retraite, c'est clair, c'est le PER qu'il faut, c'est évident. Son nom l'indique, en fait, c'est un plan en vue de la retraite. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait à l'aise sur le sujet de prendre du risque pour sa retraite. Ouais. À la retraite, seulement, le besoin, c'est quoi? C'est d'avoir des revenus réguliers. Et lorsque les marchés financiers font plus 20, moins 20, et que je pars à la retraite au moment où il y a une crise des emprunts grecs, par exemple, il y a quelques années, qu'est-ce que je fais de mes revenus? L'assurance vie est le bon outil pour prendre un peu de risque et avoir un horizon de placement un peu plus long. Sur le plan d'épargne retraite, nous, notre vision, c'est de dire, avant tout, c'est la sécurité. J'ai besoin d'avoir des revenus réguliers, des revenus garantis, m'assurer que la promesse qui m'est faite, c'est bien une promesse d'une rente qui ne baissera pas, m'assurer que la promesse qui m'est faite, c'est que je sais pour chaque euro versé le montant de la rente que je vais avoir à ma retraite. Voilà, c'est un horizon long, c'est vrai, c'est le côté un peu fourmi. L'argent, il est en vue de la retraite, on ne va pas pouvoir récupérer ça pour aller financer les études de ses enfants. Voilà, c'est bien l'objectif du premier de ce produit-là. On pourra choisir à la sortie, mais j'investis pour ma retraite avec la recherche de sécurité. En tout cas, c'est notre conviction forte. D'ailleurs, un petit tour de table rapidement. Combiner le PER et l'assurance vie, c'est vraiment la bonne solution? C'est ça qu'il faut faire? Oui, c'est pas opposé. C'est deux solutions pour des projets différents. La retraite,
le PER, et puis financer les études de ses enfants, mettre un peu d'argent de côté pour un projet futur demain d'acquisition immobilière ou de projets divers. L'assurance vie permet de faire ça. L'assurance vie est aussi un moyen d'avoir des revenus à la retraite, c'est pas opposé. Mais voilà. Stéphane aussi, sur l'assurance vie. Ah oui, il y a une vraie complémentarité, il faut avoir les deux si on a la capacité d'épargne. Le PER, c'est une épargne longue. On va verser de façon successive pendant toute la phase de constitution. Et puis, c'est à l'échéance qu'on récupère le capital. Alors, il y a les cas de déblocage, mais ces cas de déblocage restent exceptionnels. C'est vraiment un produit... on ne va pas retirer l'argent pendant la phase de constitution. L'assurance vie, c'est liquide. C'est vrai qu'il y a une fiscalité, mais ça reste liquide. Donc, sur un contrat d'assurance vie, on peut mettre de l'argent aujourd'hui, le sortir dans quelques années. On peut verser de façon successive aussi. L'assurance vie est vraiment l'outil réceptacle pour recevoir les sommes d'argent qu'on peut avoir. Moi, j'ai l'habitude aussi de dire que l'assurance vie, on a énormément de chance d'avoir de l'assurance vie, cette enveloppe juridique et fiscale en France, et elle a aussi beaucoup de flexibilité. Tristan, qu'est-ce que vous dire là-dessus, sur ce duo entre le PER et l'assurance vie? Moi, je partage. Alors, on a une vision un peu différente sur le long terme et la prise de risque, mais sur la complémentarité, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, je partage à 100%. Pour autant, moi, je trouve que c'est intéressant de compléter quand même le raisonnement, parce que là, on oppose l'assurance vie au PER. Je voudrais rajouter deux choses. D'abord, le PER est un outil très intéressant et il faut en avoir un, parce que quand on change d'entreprise, c'est un peu comme un numéro de sécurité sociale. On peut rapatrier tous ces produits des différentes entreprises dans son produit qui s'appelle le PER. Parce qu'effectivement, à travers les entreprises, on peut avoir aussi des dispositifs de retraite collective. Mais voilà, c'est son produit sécurité sociale qui vous suit toute votre vie. Et en fonction de vos boîtes et vos transferts d'activité. La deuxième chose que je voulais dire, si on veut être auprès du public et des gens qui nous écoutent extrêmement précis et transparents, il faut parler quelques instants aussi de l'épargne salariale et de la poche PERCOL, qui fait partie du plan d'épargne retraite, dans l'épargne salariale. Et notamment pour les professionnels et les entrepreneurs individuels, artisans et professions libérales. Parce que tout à l'heure, on évoquait la fiscalité à l'entrée ou la fiscalité à la sortie. Mais dans le cas d'un PERCOL, dans l'épargne salariale, pour un entrepreneur, un artisan, une profession libérale, alors là, c'est la magie absolue. Il n'existe pas meilleur placement, puisque vous n'avez pas de fiscalité à l'entrée et aucune fiscalité à la sortie, évidemment, à part les prélèvements sociaux. Ouais. Et ça, c'est uniquement réservé aux artisans, aux professions libérales, ou aux petites entreprises où monsieur, madame sont majoritaires, etc. etc. Alors, il faut avoir un salarié quand on est artisan ou profession libérale pour en bénéficier, mais c'est bien un dispositif d'épargne salariale simple, avec simplement abondement. Mais encore une fois, on bénéficie d'un plan d'épargne retraite collectif à travers ce système d'épargne salariale, avec aucune fiscalité à l'entrée et aucune fiscalité à la sortie, avec tous les produits et les supports et les véhicules qu'on peut utiliser classiquement. Donc, voilà, il faut le préciser si on veut être absolument complet dans la démonstration qu'on fait aujourd'hui. Je reviens justement aussi au PER et à l'assurance vie. Comment déterminer la part de capital que je verse sur l'assurance vie ou le PER? Alors, il faut se méfier des règles toutes faites. Il n'y a pas de règles. Conseil? Il n'y a pas de règles. Méfiez-vous des gens qui viennent vous dire voilà comment il faut faire. Ouais. La première des choses à faire, c'est de poser des questions, de comprendre quel est le projet de la personne, en fonction de l'âge, de la situation patrimoniale, de la situation maritale. Voilà. Il n'y a pas de règle toute faite. Je l'ai dit tout à l'heure, sur un plan d'épargne retraite à moins de 40 ans, entre 5 et 8% des revenus, un peu plus quand j'approche un âge, on va dire. Mais voilà, avant tout, la situation dépend de la situation de chacun. Tristan, qu'est-ce que vous diriez sur ce rapport assurance vie PER? Oui, c'est pareil, c'est assez redondant avec la première question. Tout à l'heure, j'ai évoqué une approche tactique de quelle est ma retraite rêvée, de quoi j'aurais besoin, même si ça peut paraître un peu elliptique, il y a quand même un moyen de cerner ce qu'on coûtera et ce qu'on dépensera et nos besoins à la retraite. À partir de ce moment-là, on a une donnée fixe qui est j'ai besoin de temps par an sur une espérance de vie de temps. Donc j'ai besoin d'un capital de temps quand j'arrive à la retraite. À partir de ce moment-là, on constitue et on décline et on fait le processus à l'inverse. Pour atteindre telle somme, alors j'ai besoin de capitaliser telle somme.
Voilà, et moi je partage complètement l'avis de Christian. D'abord, c'est un truc très personnel, mais ça se construit, avec des règles mathématiques de capitalisation qui sont extrêmement simples et qu'on pratique tous. Stéphane ? Oui, je partage encore une fois, l'assurance vie est liquide. Donc c'est vrai que sur une assurance vie, on peut y placer des sommes pour valoriser un capital, pour financer un projet, pour le transmettre, parce que l'assurance vie est véritablement l'outil de transmission du patrimoine. Quand on veut protéger sa famille, quand on veut protéger ses proches, la retraite, le plan épargne retraite, c'est un capital au moment de la retraite. C'est un autre projet et ça se construit tout au long d'une vie professionnelle finalement. Alors avant d'entamer notre dernière partie, vous avez quelques infos pratiques encore à donner. Tristan Lafanchet, vous dites attention aux doublons. Est-ce qu'on peut avoir un PER sans le savoir? Oui, alors, très rapidement, ce que j'évoquais, c'est que quand vous êtes salarié dans une entreprise qui met à la disposition de ses collaborateurs une épargne retraite collective, en fait, vous bénéficiez de l'argent que vous offre l'entreprise, mais vous pouvez vous-même faire des versements. Ouais. Ça s'appelle un PER individuel. Oui. Mais mon raisonnement a quand même ses limites, puisque moi, je reste convaincu, c'est mon fameux numéro sécurité sociale, qu'il faut avoir un PER individuel qui permettra de transférer tous ces dispositifs collectifs lorsqu'on change d'entreprise, quoi qu'il arrive. La loi Pacte a favorisé la facilité de transfert. C'était compliqué il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus facile de transférer d'un père à l'autre. Tout à fait exact. Un vrai plus. Tout à fait exact. Autre info pratique, vous dites attention aux frais aussi. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de produits sur le marché, donc il faut vraiment regarder la qualité de ces produits. Et un des indicateurs sur la qualité du produit, c'est les frais, c'est les chargements. Et il faut effectivement que les frais soient raisonnables et qu'on n'ait pas effectivement, notamment à l'entrée. Alors moi, c'est vrai que je préconise pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, comme les produits sur Internet. Mais voilà, on peut trouver de très bons produits avec des frais maîtrisés. Et puis un petit détail aussi sur la fiscalité du PER que vous avez déniché, Christian. Oui, il y a un petit truc à avoir en tête. Si je suis marié, si j'ai un PER et que finalement je ne le liquide jamais, je le laisse, j'attends. Malheureusement, un jour je décéderai. Mon conjoint, si c'est lui le bénéficiaire, mon conjoint touchera mon capital sans impôt. Donc j'ai cotisé sans impôt puisque j'ai un avantage fiscal à l'entrée et puis à la sortie, mon conjoint, si c'est mon conjoint, et c'est différent c'est les enfants, touchera ce capital sans impôt. Il y a un plafond, mais il y a un petit truc comme ça à avoir en tête en termes de transmission. Attention. Alors voilà pour ces avantages comparatifs entre le PER et l'assurance vie. Passons maintenant à notre dernière partie. Quel support d'investissement choisir? Comment les choisir, effectivement? Alors tout d'abord, cette assurance vie et PER sont des enveloppes qui permettent d'investir pour la retraite. Comment choisir ces supports d'investissement? Il y a une grande variété. Christian, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, il faut rester prudent. À la retraite, on ne met pas tout comme ça en bourse. Oui, alors après, encore une fois, c'est une conviction. Vous avez la possibilité d'avoir un fonds en euros, qu'on connaît bien sur l'assurance vie. Moi, je considère que sur la retraite, c'est plutôt le bon support pour le faire. Après, sur l'assurance vie, il y a d'autres supports qui permettent, en fonction de son appétence au risque, de comment je réagis si demain la bourse fait moins 15, de prendre un peu plus de risques sur les actions. Mais il n'y a pas que des actions, il y a du private equity, il y a des obligations, il y a de l'immobilier, il y a une variété de supports qui permet de construire finalement son épargne en fonction de la personne qu'on est et du niveau de risque qu'on a envie de prendre. C'est ce qu'on appelle le profil investisseur. Il faut savoir bien se cerner finalement. Absolument. Alors là, moi, je pense qu'il faut effectivement investir en bourse, que ce soit pour la retraite ou pour l'assurance vie. Il faut avoir un bon équilibre. Mais avant de rentrer dans cet équilibre, il faut vraiment bien se connaître. Savoir comment on va réagir quand les marchés vont baisser et quand les marchés vont remonter. Quelle est mon appétence au risque? Et pour ça, il faut remplir, c'est un scoring qu'on fait avant tout placement financier et on va déterminer ce profil investisseur. Donc ça, c'est une chose, bien se connaître. Et ensuite, bien mesurer également son niveau de connaissance de tous ces véhicules financiers, son niveau de connaissance et puis son intérêt aussi pour la matière économique et financière. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'en occuper quotidiennement?
Si c'est le cas, eh bien, il faut choisir un profil gestion libre. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment déléguer cette fonction de gestion financière à un professionnel et prendre un mandat, ce qu'on appelle un mandat d'arbitrage, un mandat de gestion piloté à l'intérieur du contrat. Tous les plans épargne-retraite et tous les contrats d'assurance-vie proposent des mandats aujourd'hui. Même certains proposent plusieurs mandats. Et là, on se retire toute charge mentale. On a déterminé avec le professionnel, le gérant, quel est mon profil. Je suis plutôt prudent, je suis équilibré ou bien je suis très, très dynamique. C'est vrai que quand on a un horizon de placement qui est à 15 ans ou à 20 ans, il ne faut pas hésiter. Il faut être dynamique pour saisir des opportunités de marché. Et là, toutes les études le montrent, il y a une vraie valorisation du capital dans le temps. Tristan, il y aura peut-être de nouveaux supports d'investissement à venir prochainement avec le projet de loi sur l'industrie verte. Oui, alors il nous semblait effectivement intéressant d'évoquer ça. Il y a un projet de loi sur l'industrie verte qui évoque différents sujets, dont le Perrin. Et donc, ce projet de loi va apporter quand même 2 modifications assez importantes au Perrin. C'est que d'abord, il ne pourra être souscrit que par des gens qui ont plus de 18 ans. Donc, ce qui est aussi... on exclut les mineurs. On exclut les mineurs parce qu'il y a le fameux livret d'épargne d'avenir, je n'ai plus son nom en tête, mais qui devrait venir compenser ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il est prévu que dans ces fameux mandats, puisque la loi Pacte 2019 disait que dans un Perrin, l'assureur doit proposer au moins 3 mandats obligatoires avec ces fameux systèmes de désinvestissement automatique, eh bien que dans ces mandats, il y aura automatiquement 15% de fonds de private equity, de PME, PMI, donc de petites structures, qui sont d'ailleurs plus volatiles, mais qui souvent peuvent aussi avoir des rentabilités plus sympathiques quand ça fonctionne. Et donc, je crois, et c'est ma conviction, que si c'était bien l'endroit où il fallait imposer ça, c'est le Perrin. Parce que le private equity, pour le coup, c'est très volatile. On investit dans des petites entreprises franco-françaises ou régionales. Donc, il peut y avoir des variations de cours qui sont importants. Et donc, encore une fois, il faut avoir du temps devant soi. Et le placement qui permet d'avoir du temps devant soi, c'est le Perrin. Donc oui, c'était important de le remettre en mémoire à tout le monde. Puis tout le monde n'a pas encore touché du doigt. Même nous, on essaye de décrypter cette loi sur l'industrie verte qui c'est balbutiant pour l'instant. Oui, ça va se mettre en place. Mais je pense que ça va venir assez rapidement quand même. Alors parlons argent et rendement maintenant. Quelles sont les perspectives de rendement des fonds en euros, Stéphane, pour les prochains mois et l'année prochaine? Alors, les fonds en euros, c'est vrai que depuis 2 ans, avec la hausse des taux d'intérêt, c'est la fête. Parce que voilà, on a assisté pendant 15 ans à une baisse des fonds en euros. Là, donc ça remonte. On devrait effectivement... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le rendement classique du fonds en euros, où là, on devrait effectivement venir flirter avec les 3%. En tout cas, c'est ce que commencent déjà un petit peu à annoncer les assureurs. Mais par contre, on voit aussi que les assureurs, déjà depuis l'année dernière, proposent de booster ce rendement avec les fameux boosts qui s'appliquent soit sur l'épargne acquise qu'on a sur le contrat ou sur les versements qu'on va faire avant la fin de l'année, et ça pour l'année 2023, et certains vont même ils prennent même des paris sur l'année 2024. Ah oui. Donc ils sont confiants dans les taux de participation bénéfice pour les 2 ans qui viennent. Donc on peut là arriver à du 4%, donc ça reste quand même très intéressant, et ça vient effectivement bien se positionner par rapport à un livret d'épargne réglementé comme le livret A à 3%. Ouais, c'est nouveau, ces 3-4% là, ça fait du bien. Oui. Après, quand on a 6% d'inflation, 3%, ça ne fait jamais qu'on a perdu 3%. Mais soyons réalistes. Nous n'avons pas le plaisir. On ne va pas s'emballer. C'est une vraie évolution. C'est vrai qu'il y a une pression. Alors, moi, je suis courtier, donc on n'est pas assureur, mais il y a une vraie pression sur les assureurs pour tangenter, on va dire, le livret. Ouais. Parce que c'est compliqué, objectivement, d'expliquer à des gens, à moi en tant qu'épargnant, sur un livret, pas de risque, pas de fiscalité, 3%, sur un contrat d'assurance vie, il y a un peu de fiscalité assortie et je suis à moins de 3. C'est compliqué. Alors après, ça s'explique très bien en disant le livret, c'est pour de l'épargne de précaution, le PER, c'est pour du long terme, l'assurance vie, c'est des projets. Mais voilà, moi, mon pari, on va dire, c'est tangenter les 3%. Tangenter les 3%. Mais c'est vrai qu'on a vécu une année folle, au niveau taux, en 2023. Moi, je pense que cette année sera l'année... L'année 2024, vous disiez ? L'année 2023. 2023.
Pour l'instant, la discussion sur les taux, c'est sur le rendement 2023. Je pense que cette année sera l'année la plus compliquée que les assureurs n'ont pas connue depuis 20 ans ou 30 ans en matière de détermination d'un taux. Pour une raison qui est très claire, c'est qu'on a vécu une très forte hausse des taux, donc les obligations ont perdu de la valeur, et aujourd'hui, les assureurs ne veulent surtout pas avoir de la décollecte. Mais inversement, ils n'ont pas forcément les réserves pour pouvoir aller beaucoup plus haut que leur rentabilité financière. Un taux, c'est quoi ? On prend tout ce qu'il y a dans l'assurance vie, l'assureur il fait ça, il gère financièrement, il sort un taux, il donne ce taux et puis il le complète un peu ou beaucoup avec les réserves. Bon, donc cette année, la rentabilité financière, globalement, elle doit tourner autour de 2, la vraie, celle qui a été exercée par les compagnies d'assurance. Et donc, c'est toujours inférieur à 3. Donc, les assureurs se disent, ça serait bien quand même que je dépasse le livret A. Mais pour pouvoir dépasser le livret A, je vais donc devoir aller piocher dans mes réserves. Mais est-ce que j'ai beaucoup de réserves pour d'interrogation ? Ça dépend de l'assurance, ça dépend de qui elle est. Et puis, est-ce que je veux vraiment piocher dans ces réserves parce que je veux être tranquille quand même pour mes prochaines années ? Donc, est-ce que je prends le risque finalement d'avoir un taux qui commercialement est moins attractif que d'autres ? Mais dans ces cas-là, je vais pouvoir faire de la décollecte, donc c'est dangereux. Donc, c'est l'année de la migraine pour les assurances vie. C'est un métier compliqué, monsieur. C'est un métier technique, l'assurance vie. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'on ne va jamais autant connaître d'écart type dans les taux de rémunération que cette année. Je pense qu'on va avoir autour du 2 jusqu'à autour du 4. Ah oui, c'est large. Je pense. Et c'est large pour les raisons que je viens de vous décrire. Très clair. Alors, je voudrais maintenant qu'on termine cette émission en parlant immobilier. C'est aussi très important lorsqu'on parle retraite. La hausse des taux perturbe le marché, y compris celui de la pierre-papier. Comment faire pour investir dans l'immobilier dans le contexte actuel, Christian Carrega ? Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que pendant des années, moi je fais ça depuis longtemps, on disait premier conseil, on se met en situation d'acheter la résidence principale. Vu le niveau des taux dans les grandes villes, c'est compliqué. Mais par contre, l'élément qui se retourne un peu, c'est qu'on a aussi toute une génération, la mienne, qui s'est dit je vais faire de l'investissement locatif, de l'immobilier locatif. Avec le niveau des taux et la frilosité des banquiers en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Et donc ce qui revient un peu à la mode finalement, et c'est un peu le sujet de notre débat, c'est que finalement, au lieu de commencer par l'immobilier et finir par un PER, on a peut-être aujourd'hui plus intérêt à commencer par un PER et voir ce qui se passera sur l'immobilier demain. Ah, effectivement, c'est un renversement de tendance. Ce qu'on observe en fait chez nos affiliés. Ouais. Il y a aussi la pierre-papier, Stéphane. Oui, alors la pierre-papier, c'est de la SCPI, Société civile de placement immobilier ou la SCI. Et il y a là aussi une offre importante sur le marché. Le marché est en retrait là, et donc il y a eu des baisses de valorisation des parts de SCPI cette année. Donc oui, ça peut être intéressant. Par contre, il faut bien là aussi choisir sa SCPI. Et si on se remet dans cette préparation de la retraite, ce qui peut être intéressant, c'est acheter de la SCPI, non pas en pleine propriété, mais en nue propriété. Expliquez-nous. Alors, la nue propriété, c'est un démembrement pendant une période temporaire de 10 ans ou 15 ans. Donc, on se dit, si on prend un exemple, j'ai 50 ans, je prends ma retraite à 65 ans, j'achète aujourd'hui de la SCPI en nue propriété. Pendant 15 ans, je vais ne pas avoir de revenus, de loyer, puisque c'est l'usufruitier qui l'aura, donc je n'aurai pas d'augmentation de mes revenus, donc de ma fiscalité. Ça tombe bien, parce que je suis toujours en activité. Et pour les personnes qui sont assujetties à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'usufruitier qui paye cet impôt. Donc pour le nu propriétaire, il n'y a pas de taxation. Et j'ai une décote à l'achat. La décote peut être de 30 ou 40%. Donc ça peut être intéressant, surtout en plus aujourd'hui où on a des parts de SCPI qui ont également baissé en termes de valorisation. Et qu'est-ce qui se passe dans 15 ans ? Eh bien, il y a un remembrement de l'usufruit et de la nue propriété, et on acquiert, c'est la pleine propriété de ces parts de SCPI, et ça tombe bien, on va toucher des revenus au moment où on se retrouve à la retraite. Donc c'est des montages qui peuvent être intéressants. Là aussi, il faut se faire accompagner. Il y a vraiment des spécialistes sur le marché. Chez Alta Profit, c'est vrai qu'on en propose aussi, et c'est vrai qu'on propose de plus en plus d'acquisition de parts de SCPI en nue propriété. Un mot aussi sur l'immobilier, Tristan ?
Oui, alors là, on a évoqué la pierre papier. Moi, je crois que si on veut être encore une fois complet dans les démonstrations qu'on fait aujourd'hui... C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Et on y arrive. Et on essaie d'y contribuer. Je crois qu'il faut d'abord être conscient que quand, tous les mois, pendant 20 ans, on rembourse son crédit sur sa résidence principale ou sur sa résidence secondaire, on capitalise. Sauf qu'à la retraite, cette résidence secondaire ou cette résidence principale sont immobilisées, ça s'appelle de l'immobilier, d'accord ? Aujourd'hui, il y a des solutions, on va parler du viager juste quelques secondes, des solutions qui ont été longtemps diabolisées parce que ça nous renvoyait vers des sujets d'espérance de mort et compagnie, mais qui sont démystifiées par des montages intelligents où je touche finalement en une fois tout partie de la valeur de mon bien au moment où je le fais, ce qui permet finalement de rester chez soi, récupérer une somme d'argent conséquente immédiatement, et non pas des petits versements tous les mois, commencer soit à vivre, soit à faire des donations. Finalement, je ne suis pas un problème pour mes héritiers en faisant ça, parce que je peux commencer à faire des donations. Et puis, c'est quand même des solutions qui, aujourd'hui, nous évitent un certain nombre de sujets EHPAD, permettent le maintien à domicile, permettent aussi de couvrir un certain nombre de problématiques qui sont liées à la dépendance. Et en France, ça a longtemps été diabolisé, cette affaire-là. Et enfin, nous, à la Matmut, on a passé aujourd'hui un partenariat assez solide avec un structure qui s'appelle Virage Viager et qui fait ce qu'on appelle ce viager mutualisé et qui permet en une fois, tout en restant chez soi jusqu'à la fin de ses jours, de pouvoir bénéficier d'une somme importante, c'est-à-dire de monétiser ce qui était immobilisé. Je crois que pour être complet, il fallait aussi dire que c'est pas la solution, mais c'est une des solutions pour financer tout ou partie, plutôt partie d'ailleurs, de sa retraite. Ça mériterait une émission à part entière. On pourrait parler de viager effectivement très longuement. Voilà, cette émission touche à sa fin, mais je ne voulais pas quitter ce plateau sans une dernière question bonus. Ou question piège, je ne sais pas, vous allez me dire. J'ai envie de savoir comment préparer ma retraite si j'ai envie de partir avant l'âge de départ de 64 ans. C'est vrai que c'est le rêve de nombreux Français. Tout plaquer avant la retraite et l'âge légal. Christian Carrega, qu'est-ce que vous diriez ? C'est compliqué, c'est une question piège. C'est une question piège. Beaucoup de journaux font des unes comme ça. Comment je fais pour... il faut accepter de gagner moins ou alors accepter de mettre beaucoup d'argent de côté pour pouvoir avoir la compensation du revenu. Mais moi, je ne connais pas de solution miracle. Pas de solution miracle. Stéphane Cohen, est-ce que vous avez une solution miracle ? Il y a quand même 43 annuités, donc il faut les faire. Donc, à part toucher un héritage conséquent, on vient de gagner au loto. Le loto ? Oui, on peut essayer le loto. Tristan, qu'est-ce que vous diriez ? C'est toujours ce ratio, mes besoins sur mes revenus. Donc, c'est aussi de devenir minimaliste en divisant par 150 ses besoins. Donc, ça peut être c'est autre chose. Ça peut être une solution. Ou effectivement, gagner au loto ou faire du viager. Mais en tout cas, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. C'est le mot de la fin. En synthèse, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, ça c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Stéphane Cohen, qui est présidente d'Alta Profit, Tristan Delafonchet, membre du comité exécutif du groupe Matmut, et puis Christian Carrega, directeur général de Préfonds. Merci aussi au public d'avoir été présent aujourd'hui pour suivre cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez poser vos questions à nos trois invités par mail. Leurs coordonnées vont s'inscrire sur le générique de l'émission. Merci et à bientôt.